Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir. Déjà, je tenais à vous remercier, tous ceux qui étaient présents hier soir et qui, par la suite, se sont abonnés. Vous avez été nombreux à mon live que j'ai fait sur la série de Canal+, L'Effondrement, en compagnie de DG de la chaîne Padawam HD, que je salue. Merci à tout le chat, vous avez été très respectueux, ça fait toujours plaisir quand ça se passe comme ça. C'était un régal de discuter avec vous. On se retrouve aujourd'hui pour une série, Mercredi, la série de Netflix de Tim Burton, Mercredi Addams, que j'ai regardé avant-hier et c'était très addictif. J'avais prévu de regarder les 2 premiers épisodes et le reste ce week-end. Finalement, je me suis retrouvé à regarder les 8 épisodes d'affilée. C'est vous dire à quel point j'ai pas vu passer le temps. Ça n'est pas dénué de défauts. Il y en a. C'est pas une majorité, quelques-uns. Mais dans l'ensemble, c'est surtout Jenna Ortega qui est époustouflante. Elle est parfaite en Mercredi Addams. À savoir qu'il y a Christina Ricci qui joue dans la série, qui a un rôle assez important tout de même, un rôle secondaire mais important. Christina Ricci qui jouait mercredi dans les films de Barry Sonnenfeld. En tout cas, je vais commencer la critique sans spoilers. Si voilà, dans le courant de la critique j'ai envie de faire une partie spoilers, je le ferai, sinon on verra. Je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête parce que c'est absolument pas écrit comme vidéo, comme la plupart des vidéos. C'est de la réaction à chaud et on commence tout de suite en vous parlant du casting et du réalisateur. Alors, réalisateur Tim Burton sur à peu près la moitié de la saison et ensuite il passe la main, il me semble, à une réalisatrice. Mais le style reste le même, on est sur du style Tim Burton, façon Tim Burton de ces 10-15 dernières années, notamment Alice au Pays des Merveilles, Charlie et la chocolaterie un petit peu moins parce que ici sur la série c'est un peu moins coloré, c'est un peu plus sombre. Ça n'est pas le style de Tim Burton que l'on pouvait avoir au tout début de sa filmographie, que ce soit, enfin au tout début, une bonne partie de sa filmographie, que ce soit Édouard aux mains d'argent ou Sleepy Hollow. On est sur quelque chose de beaucoup plus esthétique, qui soit un peu moins authentique entre guillemets que les films de Barry Sonnenfeld qui avaient cet aspect un peu artisanal. Ça n'est absolument pas dérangeant quand on aime bien le style actuel de Tim Burton. Certains aimeront, d'autres pas. C'est absolument pas gênant. Pour le coup, le visuel est un gros point fort de la série. Pour ce qui est des créateurs de la série, il s'agit de Alfred Goose et Miles Millar, qui sont des habitués, qui font de très bonnes séries, que ce soit les Smallville, la série Smallville, c'est eux qui l'ont créée et c'est eux qui l'ont dirigée du début à la fin. La série Les Chroniques de Shannara, qui était de la fantasy, malheureusement annulée à la fin de sa saison 2. Ça aurait mérité de continuer parce que l'univers était passionnant. Et la série Into the Badlands en 4 épisodes. Là aussi, c'est une série qui malheureusement n'a pas suivi au-delà de ces 4 saisons, mais qui avait beaucoup de potentiel. Un univers post-apocalyptique très intéressant. Alfred Goose et Miles Millar, donc, qui sont des habitués, qui sont plutôt bons dans l'écriture. Et enfin, on a donc ce casting. Alors, on garde le thème à la musique de Danny Elfman pour le compositeur, le nouveau compositeur qui compose le reste. Honnêtement, j'ai oublié son nom, mais la musique est très très bonne du début à la fin. On reconnaît le thème, les thèmes de Danny Elfman, mais c'est vraiment, la musique est un point fort de cette série. Notamment certaines reprises, une reprise de Painted Black au violon, j'y reviendrai, mais au violon ou au violoncelle, je ne me souviens plus si c'est les gros violons, donc je ne sais plus si c'est violon ou violoncelle, peu importe. Mais la musique est un point fort. Venons-en à son actrice principale, Jenna Ortega, que je ne connaissais pas. Alors apparemment elle a joué dans le dernier Scream, mais comme je ne suis pas fan des films d'horreur, j'ai pas vu les Scream. Et elle a joué dans Jane the Virgin, la série où elle faisait Jane jeune. Et je crois que Jane adulte, c'était Gina Rodriguez, si je ne me trompe pas. Mais je la connaissais pas. Et elle est époustouflante. Je vais y revenir parce que c'est quand même le plus gros intérêt de cette série. Avec le scénario, en général, voilà, il y a une enquête policière, c'est assez passionnant, bien que prévisible. Pour le reste du casting, Gwendoline Christie. Et je me suis aperçu pour la première fois à quel point elle était grande. Je savais déjà qu'elle faisait quasiment 2 mètres, je l'avais vu dans Game of Thrones, mais c'est vraiment quelqu'un d'imposant, Gwendoline Christie, que ce soit en termes de charisme, en termes de stature. Et ici, elle joue le rôle de la directrice de la Nevermore Academy, cette école spéciale où
les marginaux, c'est-à-dire ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui sont à la marge de la société, que ce soit des loups-garous, des vampires ou autres, où ils sont recueillis et instruits. Elle joue la directrice, une directrice protectrice de l'établissement qui va avoir un rôle un peu ambigu tout au long de la saison, mais finira par se décanter et prendre... Voilà, elle révélera ses vraies intentions. Gwendoline Christie est excellente, comme à son habitude, j'ai envie de dire. Et en plus, on voit son visage, contrairement à Star Wars 7 et 8 en Captain Phasma où on la voyait pas et où elle servait à rien, malheureusement. Là, au moins, on la voit et ça fait plaisir. Pour ce qui est du reste du casting. Alors, Christina Ricci, je ne rentrerai pas dans les détails de son rôle. Elle fait une prof, très sexy, hein, en l'occurrence. J'espère qu'elle va revenir vraiment au cinéma, Christina Ricci, parce que c'est vrai que c'est pas dans Matrix 4 qu'elle était bien mise en avant. On la voyait à peine, c'était un caméo. Il fallait vraiment faire attention. Mais Christina Ricci, je trouve qu'on ne l'avait pas vue assez ces 20 dernières années au cinéma. C'est une excellente actrice et très charismatique. J'espère qu'on va la revoir parce que dans cette saison, elle est vraiment, elle apporte quelque chose. Sa présence apporte quelque chose, mais son rôle, je vous en dis pas plus. Peut-être je ferai une partie du spoiler, après on verra. Pour le reste du casting, Emma Myers, qui est pour moi une petite révélation. Hein, c'est pas la révélation de l'année, mais j'espère qu'on va être amené à la revoir. Elle joue Enid, la colocataire donc de Mercredi. Elle partage une chambre à deux et c'est le caractère totalement opposé de Mercredi. Donc elle est très enjouée, très colorée. Elle fait un bon duo et elle est très attachante comme personnage. Et enfin donc la famille Adams en eux-mêmes. On a le père joué par Louis Guzman, la mère par Catherine Zeta-Jones et Pugsley, je me souviens plus, mais l'acteur est plutôt pas mal, même si on doit les voir, allez, grand maximum sur les 7 heures que dure la série. C'est des épisodes de 45 minutes environ, en moyenne. Sur les 7 heures que dure la série, on doit voir les autres membres de la famille Adams en dehors de Mercredi, on doit les voir 1 heure à tout casser. Et donc Pugsley, c'est pas très important, même si le personnage est plutôt attachant. Voilà, un peu comique, il correspond bien au Pugsley qu'on a dans les films. Mais voilà, les parents, c'est pour moi là où le bas blesse. Je trouve que le casting n'est pas forcément réussi. Catherine Zeta-Jones, bien que talentueuse, c'est pas le problème. Tout comme Louis Guzman, ils sont bons, mais c'est pas les parents Adams que je me représente. Je peux pas m'enlever de la tête Angelica Houston et Raoul Julia. Je trouve que même la stature, la carrure de Luis Guzman n'était pas adaptée pour faire Gomez. Ça fait petit gros mexicain. J'ai rien contre les gros mexicains, ni contre les gros, ni contre les mexicains, mais c'est pas du tout le Gomez qu'on pouvait avoir de Raoul Julia, qui était plus grand, plus de stature. Moi, personnellement, j'aurais préféré avoir Jeffrey Dean Morgan. Je trouve que Jeffrey Dean Morgan aurait fait un Gomez, ou bien Oscar Isaac, qui correspondait peut-être lui aussi plus au rôle que Luis Guzman. Mais voilà, Luis Guzman, après, n'est pas mauvais, il a des passages très intéressants. Ils ont tout un épisode qui est consacré au couple Gomez et Morticia sur une enquête policière. Catherine Zeta-Jones, elle a pris un petit coup de vieux quand même, mais ça passe. Malheureusement, je trouve qu'elle est... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Je la trouve un peu fade dans le rôle. Peut-être qu'elle essaye un petit peu trop de ressembler à Angelica Houston. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas à être pleinement conquis par l'interprétation du couple. Les deux, pour moi, le casting est un peu raté au niveau des parents Adams. Après, c'est pas catastrophique. De toute façon, je vous dis, on les voit 1 heure sur l'ensemble de la série et c'est pas les personnages principaux. Et ils sont pas mauvais non plus. Hein. C'est juste que, voilà, si j'ai un petit reproche à faire, c'est le choix de casting pour Gomez et Morticia. Maintenant, venons-en au scénario. Alors, mercredi, après avoir fait encore une folie, parce qu'elle est adepte de l'humour noir, très très noir, et c'est pour ça que j'ai adoré cette série, parce que j'aime beaucoup l'humour noir. Là, ça pousse le bouchon, ça va très loin, tout en restant tout public, bien sûr. Je suis pas sûr que ce soit pour les plus jeunes, mais ça reste pour les jeunes, ça reste tout public. Bon, c'est quand même très très dark hein, au niveau de l'humour et au niveau de la personnalité, mais voilà,
elle a fait une dinguerie avec des piranhas qu'elle a libérés dans une piscine. Il y en a un qui s'est fait bouffer une testicule et tout. Bon, voilà. Elle a fait une folie, elle est virée, et le seul établissement qui veut encore la recevoir, c'est la Nevermore Academy, où Morticia et Gomez ont passé leur enfance, leur adolescence en tant qu'étudiants, où ils se sont rencontrés d'ailleurs. Et donc, Morticia est encore un peu amie, alors amie entre guillemets, on a l'impression qu'il y a elle, il n'y a que elle qui est amie avec la directrice, mais que la directrice Gwendoline Christie a très mal vécu leur période, puisqu'elles étaient étudiantes colocatrices, colocataires en même temps, donc Morticia et Gwendoline Christie. Bref, Gwendoline Christie arrive à être persuadée de prendre Mercredi Adams comme élève et de lui donner une chance. Mais il va y avoir un événement, notamment à une fête au début, un événement avec un monstre qui va essayer de s'en prendre à elle, qui va essayer de... En fait, qui va tuer un élève qui essayait de s'en prendre à elle, mais le monstre va ensuite faire d'autres victimes, et elle va enquêter. Et ce monstre, qui a une apparence, en gros, on dirait un Gollum XXL avec des dents encore plus pointues, ce monstre, personne n'y croit, ou très peu de monde y croit. Elle a l'impression de passer pour une folle, mais petit à petit, elle va enquêter, notamment avec le shérif de la ville de Jéricho, la ville qui est à côté de l'académie. Shérif qui est un normie, c'est-à-dire c'est un humain, c'est quelqu'un de normal. Il y a les normies et il y a les marginaux. Les normies, c'est les humains, les marginaux, c'est les échantillons des pouvoirs. Et ce shérif, il a une dent contre Gomez, contre le père de Mercredi. Malgré tout, ensemble, ils vont enquêter pour découvrir qui est ce monstre et qui est derrière cette machination. Et c'est un des plus gros points forts de la série, l'enquête policière qui est faite par Mercredi. Certes, c'est prévisible. Je ne vais pas vous mentir, le vrai coupable, je l'ai deviné à la moitié de la saison. Je me suis dit, ok, je sais qui est derrière tout ça. C'est prévisible si on regarde bien les détails, et je vous en parlerai dans une petite partie spoilers. Malgré tout, l'arc scénaristique, l'écriture autour de l'enquête, les rebondissements, c'est plutôt bien fait. C'est assez passionnant à regarder. On se laisse prendre. Il y a tous les ressorts scénaristiques qu'on peut avoir dans un Sherlock Holmes ou dans ce genre d'enquête policière. Ça fonctionne très bien. Et Jenna Ortega qui est nickel, impeccable du début jusqu'à la fin. Elle sourit rarement, voire jamais. Du coup, quand elle sourit, c'est encore plus un régal. Quand elle se détend, mais elle est tout le temps dans des blagues de dépressifs, ce que j'appelle des blagues de dépressifs, c'est-à-dire des blagues autour de la mort, autour du suicide, des trucs comme ça. C'est la famille Adams, c'est ceux qu'on connaît des films. Sauf que là, c'est poussé à fond pendant 8 épisodes de 45 minutes. Jenna Ortega est excellente. Mais vraiment, j'insiste, c'est une révélation pour moi. Je la connaissais pas, ça me donne envie de la suivre. Ça me donne envie de regarder sa filmographie. Je vais me pencher un petit peu plus sur les films et les séries dans lesquelles elle a joué, et je vais la regarder beaucoup plus attentivement dans ses prochains films et séries. Parce que vraiment, elle a le ton juste du début à la fin, et la voir faire la gueule, littéralement, c'est jouissif. C'est-à-dire que si on nous avait fait une Mercredi Adams enjouée, joyeuse, ça n'aurait pas correspondu au personnage. Là, c'est vraiment un très très bon niveau, et puis elle est fraîche, il y a quelque chose de naturel dans son interprétation, que ce soit quand elle donne la réplique à Christina Ricci, quand elle donne la réplique donc à Emma Myers, sa colocataire qui joue Enid. Il y a vraiment quelque chose d'attachant. Et puis, les personnages, de manière générale, sont attachants. Et ça, c'est un gros point fort, parce qu'on est dans une série pour ados. Et les séries pour ados de Netflix, vous avez ma critique de Wings, saison 2. Vous n'aurez pas de saison 3, déjà parce que la série a été annulée, et en plus, saison 2, ça a été tellement cauchemardesque comme série, cauchemardesque dans le sens purge, atomique du terme. Et ici, on était sur un petit peu le même postulat de base. Une ado un peu spéciale, beaucoup spéciale même, qui va dans une école pour ados spéciaux, qui ont des pouvoirs. Ça fait penser à Wings. Sauf que c'est uniquement ça. Le reste, rien à voir. Wings, c'était une série éclatée où on parlait de sexualité constamment. Allez,
30% de chaque épisode c'était consacré à la sexualité des persos, un truc woke dégueu, honnêtement. Wings saison 2, c'était éclaté complet. Là, on ne tombe jamais, jamais dans les travers de Wings ou des séries ados Netflix du style Sex Education, 13 Reasons Why et tout le reste. On est vraiment sur de l'humour noir à fond. Ça fait penser, c'est Tim Burton en plus, donc forcément vous allez avoir la référence en tête, ça fait penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton qui était sorti, il me semble, en 2016, je crois, ou 2017, j'avais vu au cinéma, je crois que c'était en 2016. Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, d'après le livre du même nom, c'est vraiment, on est sur à peu près le même genre. Voilà. Après, il y aura beaucoup d'autres références, il y en a qui me sont venues en tête que j'ai oublié parce que ça fait 2 jours que j'ai regardé la série. Si je devais vous recommander une série qui ressemble beaucoup dans le ton et dans l'ambiance, qui est aussi sur Netflix en 3 saisons et qui est excellente, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ça ressemble beaucoup. Il y a quelque chose qui relève du gothique, que ce soit dans la construction des bâtiments, dans le visuel. Ça fait vraiment penser aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, que ce soit le film avec Jim Carrey en compte Olaf ou la série avec Neil Patrick Harris qui était très bon en compte Olaf. Vraiment, je vous dis, moi, j'ai vu beaucoup de ressemblances. Donc, si je dois vous recommander une série dans le même genre pour continuer le plaisir de visionnage, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, là aussi avec beaucoup d'humour noir et le visuel qui ressemble énormément. Donc, que ce soit l'interprétation de Jenna Ortega ou des autres acteurs et actrices qui gravitent autour, c'est excellent, bien que les parents, j'aurais préféré un autre casting pour les parents Adams, que ce soit l'intrigue policière, bien que, encore une fois, prévisible. Après, prévisible, peut-être que vous n'aurez pas deviné, j'ai peut-être deviné, mais tout le monde ne devinera pas à l'avance. Bon, j'ai pas de mérite, mais j'ai trouvé que c'était un peu prévisible, mais que ça se suit agréablement. Ça fait penser à ces séries des années 90-2000 où on avait des ados qui enquêtaient, style un petit peu Buffy contre les vampires, ce genre de choses. Donc là aussi, c'est très agréable à suivre. Des persos attachants, un visuel excellent, réalisation soignée de Tim Burton, c'est de qualité cinématographique sur l'ensemble de la saison, en particulier les épisodes réalisés par Tim Burton, mais on ne voit pas vraiment la différence avec ceux qui ne sont pas réalisés par Tim Burton. La musique, elle aussi, excellente, notamment ce morceau Painted Black des Rolling Stones qui est pris très souvent quand on a des films un peu gothiques avec des persos sombres. C'est le morceau que l'on nous met à chaque fois. On a eu des tas de relectures, que ce soit dans le dernier Chasseur de sorcières avec Vin Diesel, on avait une reprise de Painted Black par Ciara, qui pour moi est le meilleur remix qu'on ait eu. Mais on a eu aussi Painted Black dans Westworld, la saison 1. Récemment, je l'ai entendu dans un autre film ou une autre série, je ne sais plus, mais c'est un morceau qui est pris très souvent et qui correspond bien, et là qui est joué par Mercredi, au violon ou au violoncelle. Bref, les choix musicaux sont excellents, la musique aussi, visuelle, il n'y a pas grand chose à redire. Après, on est dans une série Netflix, est-ce qu'on sombre dans le woke? Non. Ils peuvent pas s'empêcher de faire des petites romances entre ados. Alors là, on est sur de la romance hétéro, donc on échappe à toute la propagande LGBT, c'est tant mieux. Il y a une petite relecture, une petite métaphore d'un coming out. Il y en a une qui fait son coming out à ses parents, sauf que ici, au lieu de dire qu'elle est lesbienne, en fait, elle est loup-garou, mais elle dit voilà, j'ai du mal à savoir si je suis loup-garou ou pas. En gros, c'est une relecture d'un coming out, mais façon monstre, loup-garou, vampire et compagnie. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Heureusement, on n'est pas tombé, encore une fois, dans le truc vraiment qui prend la tête à la Wings, à la Sex Education. Après, je sais que ça plaît à certains, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes goûts que moi. Mais moi, je suis content qu'on soit resté sur une intrigue policière et pas sur les états d'âme amoureux des persos. D'ailleurs, pour ce qui est de Mercredi Adams, on parle, je vous dis, on parle pas de sexualité dans cette série. Et ça, c'est une réussite. Surtout quand on sait qu'on est sur Netflix. Bon, je pense que Netflix, ils vont quand même commencer à se calmer un petit peu parce qu'au vu des abonnés qui perdent, qui en ont plus qu'assez de ces séries qui sont l'apologie du progressisme américain,
Je pense que Netflix, vu le nombre d'abonnés et de critiques et de séries qu'ils ont annulées ces derniers mois, ils doivent être en train peut-être un peu de se calmer. Bon, après, ça se trouve, je vous dis ça, ils vont faire une série sur les hommes enceintes, tout est possible. Mais pour le coup, c'est une série agréable à regarder et qui, je pense, est accessible à tout le monde. Je vais rentrer dans une petite partie spoilers pour vous parler du méchant de la série. Si vous vous arrêtez là, encore une fois, merci d'avoir été présent sur le live d'hier soir. Merci à tous ceux qui ont regardé ma critique de l'épisode final de The Walking Dead, ainsi que l'épisode final de Andor, qui est disponible. Vous pouvez aller la voir. On se retrouvera demain pour le holiday spécial des Gardiens de la Galaxie, et la semaine prochaine pour tout un tas de séries, et vendredi prochain à 21h en live pour du Star Wars. Sur ce, on va passer à la partie spoilers dans 3, 2, 1, partie spoilers. Alors, la méchante, il s'agit de Christina Ricci. Pourquoi c'était prévisible? Très vite, on élimine les persos qui ne peuvent pas être coupables parce que eux-mêmes ont été victimes, ça correspond pas, ils sont pas là au bon moment et au bon lieu. Et très vite, il nous reste assez peu de personnages. La psy ou la prof, donc jouée par Christina Ricci. Alors, dans un premier temps, j'avais pensé que Christina Ricci était peut-être une ancêtre, puisque dans cette série, on a une ancêtre de Mercredi Adams qui communique avec elle. Euh, je me suis dit peut-être que Christina Ricci, c'est cet ancêtre qui est immortel et qui a à peine vieilli et qui est là pour la conseiller. Après, je me suis aperçu que ce n'était pas le cas, et donc je me suis dit, bon, c'est la méchante. Pourquoi c'est la méchante? Parce que forcément, c'est une actrice connue, et pour faire la méchante, ils vont pas prendre une inconnue, surtout quand tu as Christina Ricci au casting, et le comportement, à un moment donné, il y a des indices. Ouais, il y a des indices visuels, des fleurs, une attitude, des objets, des endroits, des lieux. Donc, quand on arrive à griller l'identité du méchant à la moitié de saison, c'est vrai que ça peut paraître prévisible. Pour autant, ça n'en est pas moins, inintéressant. Intéressant. Donc, c'est pas très gênant. En dehors de ça, le fait que ce soit le fils du shérif qui soit le Hyde, c'est-à-dire ce monstre horrible à l'apparence inhumaine, ça pour le coup je l'avais pas vu venir. Donc c'est finalement pas si prévisible que ça, mais c'est pas gênant en fait. L'identité du méchant n'est pas gênant. Ce qui est vraiment passionnant, c'est à la fin quand on a ce euh, Joseph Crackston, je crois, qui s'appelle le méchant, qui revient d'entre les morts. Il y a une lutte à l'épée, elle à l'épée contre lui avec sa baguette magique. C'est plutôt stylé dans un environnement architecture en feu, de l'école, les bâtiments, le feu partout. C'est assez stylé visuellement. On part peut-être un petit peu loin dans les super pouvoirs entre guillemets, parce que ça n'était pas autant dans les films Famille Adams. Là, on a plus l'impression d'être un peu dans Twilight. Mais c'est pas une insulte hein, de parler de Twilight, mais voilà, on est vraiment dans un film façon Harry Potter mélangé à X-Men, mélangé à Wings, sans les mauvais côtés, mélangé à Miss Peregrine. Donc, franchement, très très bon. Christina Ricci, j'espère qu'on va la revoir, parce que il y a possibilité d'une saison 2. Il y a possibilité d'une saison 2 puisque à la fin ça se termine en The End avec un point d'interrogation. On a des pistes où on pourrait se dire que ils peuvent faire un spin-off sur la Nevermore Academy. C'est un petit peu comme la Umbrella Academy. Euh, ils pourraient faire un spin-off qui s'appellerait Nevermore Academy, qui serait la suite de Mercredi. On ne serait même pas obligé qu'il y ait Mercredi. Elle pourrait être là, mais une saison 2 n'est pas impossible du tout. Je pense qu'ils vont attendre de voir les résultats. À mon avis, elle va cartonner et on aura la réponse très vite. Mais il y a des pistes scénaristiques laissées en suspens et voilà une mythologie beaucoup plus large où on peut s'intéresser à d'autres persos en dehors de Mercredi Adams. Donc j'ai hâte de savoir les news. Est-ce que ça va être renouvelé ou est-ce qu'au final ils vont se contenter d'en faire une série limitée? Voilà ce que je pouvais vous dire sur Mercredi Adams, sans rentrer trop dans les détails de l'intrigue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous retrouve donc demain pour le Guardian of the Galaxy Holiday Special que je vais regarder ce soir. Passez une bonne soirée, bon appétit et ciao tout le monde.